Bienvenue dans le débat de France 24. Donald Trump menace à nouveau l'Iran de durcir les sanctions de manière substantielle. Depuis le début de la semaine, Téhéran dépasse le seuil d'enrichissement autorisé par l'accord signé en 2015 avec les grandes puissances. Emmanuel Macron a dépêché sur place son conseiller diplomatique. Objectif, éviter un geste qui rendrait irréversible et irréparable la crise qui couve depuis un an, depuis que les États-Unis sont sortis du plan d'action global commun, le JCPOA comme on l'appelle. Explication de Christophe Dansette. 9 mai 2018, Donald Trump signe le décret de retrait des États-Unis de l'accord de Vienne. Un accord conclu 3 ans plus tôt sous la présidence de Barack Obama au terme de très longues négociations, mais que l'actuel hôte de la Maison-Blanche a toujours jugé trop laxiste. Nous venons de mettre fin à un très mauvais accord qui n'aurait jamais dû être signé. Quelques jours plus tard, le chef de la diplomatie américaine énumère 12 conditions pour conclure un nouvel accord. Des demandes draconiennes, d'abord sur le nucléaire, mais surtout aussi sur les programmes balistiques du régime et sur son influence sur les conflits au Moyen-Orient. Parallèlement, Washington rétablit progressivement des sanctions économiques de plus en plus dures, notamment contre le secteur pétrolier et financier. Des sanctions qui poussent la plupart des entreprises européennes qui s'étaient installées en Iran depuis 2015 à quitter le pays. C'est le cas de Total, d'Airbus ou encore de PSA. De son côté, l'Iran demande aux Européens et aux Russes de sauver l'accord et menace de reprendre l'enrichissement d'uranium. Paris, Londres et Berlin tentent bien de mettre en place un mécanisme de troc pour contourner les sanctions et permettre de continuer les échanges économiques, mais ils tardent à se mettre en place. Résultat, le 8 mai dernier, le président iranien annonce sa volonté de ne plus respecter certains engagements de l'accord de Vienne. 2 mois plus tard, il affirme avoir commencé à enrichir de l'uranium à un degré supérieur à la limite imposée depuis 2015. Le message est clair, l'Iran ne veut pas une guerre, mais il ne se soumettra pas pour autant aux intimidations de l'Occident. L'Union européenne n'accepte pas cette pression. Bruxelles appelle Téhéran à cesser toutes ses activités d'enrichissement immédiatement, alors que la tension monte également sur le plan militaire dans la région. Faut-il craindre à nouveau un Iran nucléaire? On en débat avec Mariam Pirzadeh, spécialiste de l'Iran sur France 24. Vous avez été la correspondante de France 24 à Téhéran, notamment au moment de la signature de cet accord sur le nucléaire et jusqu'à tout récemment. Également avec nous, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions nucléaires, militaires et civiles. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour également à vous, Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bonsoir. Et puis avec nous, en duplex de Jérusalem, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Emmanuel Navon, l'Iran a annoncé lundi produire de l'uranium enrichi à au moins 4,5%. On est au-delà du seuil maximum autorisé par l'accord de 2015. L'Iran qui menace même de prendre de nouvelles mesures dans les 60 jours si ces demandes ne sont pas satisfaites. Avez-vous peur, vous, aujourd'hui, en tant qu'Israélien ? Vous savez, l'Iran représente pour Israël un véritable défi depuis que son programme nucléaire a commencé, d'après la plupart des experts, à la fin des années 90. Avant tout parce que c'est un régime qui a une composante idéologique très marquée, un régime islamiste dont les dirigeants ont dit très clairement, l'ont dit même récemment, qu'ils en appellent à la destruction d'Israël. Donc c'est ça l'Iran d'un point de vue idéologique et c'est ça le défi pour Israël. Ce n'est pas seulement évidemment le programme nucléaire, mais c'est également le soutien iranien pour les diverses milices chiites à travers le Proche-Orient, en particulier en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen, mais également à travers l'Afrique et l'Amérique latine. Et puis évidemment le programme de missiles à longue portée. Donc oui, pour Israël, l'Iran est un véritable danger, est un véritable défi. La critique d'Israël, comme vous le savez sans doute, vis-à-vis de l'accord du JCPOA qui avait été signé en 2015, était que l'accord n'était pas capable de résoudre la menace iranienne, mais ne faisait que repousser l'échéance, puisque c'était un accord pour 10 ans. Donc la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si, après le retrait américain et la réimposition des sanctions américaines, est-ce que oui ou non le régime iranien acceptera de renégocier ou pas. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que l'accord du JCPOA ne faisait que repousser l'échéance et n'était pas une solution au problème.
Et il faudra attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, pour savoir quelle sera la stratégie américaine, quel est le plan américain vis-à-vis de l'Iran, et surtout, est-ce que l'Iran se dirige vers une logique de confrontation ou de renégociation? Mariam Pierzadeh, l'Iran a toujours démenti vouloir se doter de la bombe atomique. Exactement. Et ils le redisent. Ils ont d'ailleurs des installations qui sont très vétustes, qui datent d'avant la révolution islamique. Donc les remettre en état coûterait beaucoup d'argent. Il y a une certitude sur ce point. Il y a des engagements de la part de Téhéran. Alors il y a des engagements, effectivement. On est passé quand même, ils ont signé cet accord sur le nucléaire iranien. Il y avait plus de 19 000 centrales avant cet accord de 2015. On est tombé à 5 000 environ. En fait, je pense qu'ils ont en tête l'exemple aussi irakien et se disent que si jamais Saddam Hussein avait eu cette arme dissuasive, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'invasion des États-Unis en 2003. Je pense que, effectivement, pardonnez-moi, mais l'arme dissuasive, c'est le programme, ce n'est pas l'arme nucléaire en tant que telle. Ils arguent effectivement qu'ils ont un programme nucléaire civil, notamment pour échapper aux sanctions, notamment pour les médicaments, pour l'électricité. Et le guide suprême a souvent répété qu'il ne voulait pas la bombe, que c'était contraire à leurs croyances. Donc c'est très difficile de savoir. Effectivement, le programme nucléaire a été mis au jour à la fin des années 2000. C'est très compliqué de savoir exactement ce qu'il en est. C'est très opaque. Quand on passe à côté d'une centrale nucléaire en Iran, les photos sont interdites, c'est extrêmement sécurisé, il y a des chars, des canons à peu près tous les 2 mètres. C'est très compliqué en fait de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ces centrales, mais en tous les cas, les Iraniens, pour cet accord sur le nucléaire de 2015, ont fait quand même beaucoup de concessions. Général Dominique Trinquant, les États-Unis accusent aujourd'hui l'Iran de se servir de ce programme nucléaire comme d'un moyen, je cite, brutal et évident d'extorquer des fonds à la communauté internationale. C'est le communiqué remis à l'ensemble des membres de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui se réunissait aujourd'hui à Vienne. Est-ce le signe que les Américains ne sont pas dupes et qu'eux-mêmes ne croient pas réellement à la volonté de l'Iran de se doter de l'arme, mais plutôt d'en faire un moyen de chantage? Ce sont les Américains qui en font un moyen de chantage aujourd'hui. Je rappelle que cet accord, le JCPOA, si les journalistes ne peuvent pas les photographier les centrales, en fait, l'AIEA a des milliers de caméras qui sont déployées pour observer ce qui se passe. Donc on sait très bien, grâce à l'accord, ce qui se passe. Et on est capable de contrôler l'augmentation ou pas, le passage à un seuil nucléaire ou pas, d'autant qu'on parle de 3,5%, il faudrait 90% pour arriver au seuil nucléaire. Donc ce sont les Américains qui se servent de ça. Et aujourd'hui, on est dans une phase un peu, j'allais dire, amusante, où on est en train de faire pression à Vienne sur les Iraniens, parce qu'ils passent de 3,5% à 4,5% dans un accord, et on ne dit rien alors que l'accord qui était ratifié a été déchiré il y a 1 an par les Américains. Alors je sais bien, les États-Unis, c'est pas l'Iran. Donc quand les États-Unis font quelque chose, tout le monde est obligé d'acquiescer. Mais enfin, c'est quand même assez scandaleux d'une certaine façon. Cet accord était un accord qui permettait de contrôler et d'être certain que l'Iran n'aurait pas d'armes nucléaires. Le paradoxe est intéressant à traiter avec la Corée du Nord. Les États-Unis s'intéressent à la Corée du Nord une fois qu'ils ont l'arme nucléaire, alors qu'ils pouvaient s'en occuper bien avant. Donc on voit qu'il y a toujours une manœuvre à contre-temps des États-Unis. N'oublions pas aussi, aujourd'hui, que nous sommes dans la campagne électorale pour M. Trump, et donc que tout ce qu'il dit, c'est en direction, avant tout, de ses électeurs. Benjamin Haute Couverture, depuis la semaine dernière, un peu plus, mais en tout cas on en a la preuve depuis le 1er juillet s'agissant du volume d'uranium faiblement enrichi et désormais également du taux d'enrichissement de cet uranium, l'Iran viole à au moins 2 titres cet accord sur le nucléaire. Quel est le degré de la violation? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que l'Iran s'est mis sur le chemin de la bombe atomique, pour dire les choses franchement? Non. Soyons très clairs là-dessus. Aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer que l'Iran s'est mis sur le chemin d'un programme nucléaire militaire qu'il a effectivement pris entre la fin des années 1990 et l'année 2003. C'était le plan Ahmad, pour lequel d'ailleurs il n'a pas fallu attendre les services de renseignement israéliens pour le connaître, puisque l'AIEA le connaissait déjà. On savait déjà pas mal de choses là-dessus. Il est absolument certain, et je pense que les Iraniens ont du mal à convaincre du contraire quand même depuis quelques jours, que les Iraniens contreviennent à leurs obligations au terme de l'accord de juillet 2015. Alors certes, ils arguent que, en vertu d'un certain article, ils peuvent faire grignoter un petit peu l'accord parce que les États-Unis en sont sortis il y a 1 an. En réalité,
ils ne peuvent pas dépasser le taux d'enrichissement qui leur a été imposé et qu'ils ont accepté de 3,67%, ni le stock, ni peut-être plus tard le stock d'eau lourde, etc., ou le nombre de centrifugeuses. C'est ça la prochaine étape dans 60 jours. Écoutez, que promettent les Iraniens. non, ce sera sans doute pas ça. Ce sera sans doute pas l'eau lourde. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas d'intérêt dans la mesure où le réacteur d'Arak le cœur du réacteur a été retiré, le béton a été coulé. On n'en est pas là. En revanche, le nombre de centrifugeuses, oui, ce serait intéressant, qui recommence à travailler sur des centrifugeuses de nouvelle génération, plutôt de génération plus moderne que les IR1, serait effectivement un signe inquiétant. Mais le signe le plus inquiétant de tous, ce serait qu'ils refusent aux inspecteurs l'accès au pays et au site. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Si nous savons précisément qu'ils ont dépassé, c'est parce qu'ils ont autorisé les inspecteurs à le dire et à l'authentifier devant tout le monde dans cette espèce de marchandage et de négociation auquel nous assistons tous. Mais non, on n'est absolument pas dans une séquence de relance d'un programme nucléaire militaire, il faut le dire et le répéter. C'est le pays où il y a le plus d'inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique au monde. Et à chaque fois, à chaque rapport, l'AIEA indiquait qu'il respectait exactement les quotas de l'accord international de 2015. Et voilà. On va écouter d'ailleurs ce que dit l'ambassadeur d'Iran auprès de l'AIEA. C'était aujourd'hui, écoutez-le. La manière sadique avec laquelle les États-Unis utilisent l'arme des sanctions unilatérales et illégales pour contraindre des États souverains et des entités privées doit cesser. La politique de pression maximale vouée à l'échec est la cause principale de la situation actuelle et de la décision de l'Iran de rééquilibrer les choses pour ce qui concerne l'accord sur le nucléaire. Ce que nous faisons est très transparent. Sous la surveillance de l'AIEA, les inspecteurs sont ici. Chacune de nos activités est surveillée. Nous n'avons rien à cacher. Emmanuel Navon, est-ce qu'en sortant de l'accord sur le nucléaire l'année dernière, les États-Unis n'ont pas privé d'une certaine manière la communauté internationale de cette faculté à surveiller étroitement l'avancée du programme, ou plutôt le gel du programme nucléaire iranien ? D'abord, du point de vue de la politique américaine, je vous rappelle que le président Trump, lorsqu'il était le candidat Trump, s'était engagé à se retirer de l'accord sur le nucléaire et par conséquent, cette décision n'a pas été une surprise et n'a fait qu'appliquer ce sur quoi il s'était engagé lors de sa campagne électorale. Maintenant, cet accord, évidemment, ce n'est pas un accord bilatéral entre l'Iran et les États-Unis. Il a été également signé avec la Chine, avec la Russie, avec la France, avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union européenne. Et par conséquent, cet accord peut être maintenu avec les autres signataires, bien que les États-Unis n'en fassent plus partie aujourd'hui et bien que les États-Unis aient réimposé des sanctions. Alors, c'est sûr que ces sanctions portent un coup très dur à l'économie iranienne, mais d'un autre côté, n'oubliez pas que le volume de commerce entre l'Iran et la Chine et la Russie continue. Alors c'est vrai que les sociétés européennes, par exemple, elles sont touchées par les sanctions américaines et lorsqu'elles doivent choisir entre le marché américain et le marché iranien, évidemment, elles choisissent le marché américain. Mais en revanche, la Chine a dit très clairement qu'elle ne se joindra pas au système des sanctions, au régime des sanctions, et qu'il y a évidemment en arrière, bien entendu, en arrière-plan, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc, bien que l'Iran souffre de ces sanctions américaines, l'accord continue et techniquement, il peut être maintenu. Ce sont les Iraniens, finalement, qui décident de le remettre en cause, bien que les autres signataires en dehors des États-Unis, eux, le maintiennent. On va reparler de tout ça et notamment de l'impact des sanctions sur l'Iran dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie de ce débat. On se retrouve dans moins de 2 minutes. Au débat de France 24, que veut l'Iran, que cherche à faire Washington, que peut faire l'Europe? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec Mariam Pirzadeh, spécialiste de l'Iran à France 24 et ancienne correspondante à Téhéran, toujours parmi nous. Également avec nous Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions nucléaires, militaires et civiles. Avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Et avec nous toujours en direct de Jérusalem, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron est à Téhéran aujourd'hui pour tenter de préserver l'accord sur le nucléaire iranien
de 2015 et chercher un moyen d'apaiser les tensions entre l'Iran et Washington. Emmanuel Bonne a rencontré plusieurs interlocuteurs, notamment le ministre des Affaires étrangères et le président iranien. Écoutez d'ailleurs à propos de sa mission ce qu'en dit le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'espace de dialogue, il peut être proposé par les signataires dont nous sommes, mais aussi par les Américains, même s'ils sont plus signataires, car ils peuvent faire les gestes d'apaisement nécessaires pour ouvrir un espace. Et la mission qu'a le conseiller diplomatique du président qui vient d'arriver à Téhéran est bien d'essayer d'ouvrir l'espace de discussion pour éviter une escalade non contrôlée, voire même un accident. Général Trinquant, que peut faire la France concrètement? Que peut proposer Paris à Téhéran? Écoutez, si vous me permettez une comparaison, les Iraniens jouent aux échecs, les Américains au poker. Donc la France, là-dedans, doit trouver un espace pour inventer des règles du jeu qui correspondent aux deux, ce qui est un petit peu compliqué. Mais on voit bien que la pression maximum des Américains a mis des cartes sur la table, et le président Trump, d'ailleurs, a mis trop de cartes sur la table. Il a dit pression maximum, mais pas la guerre. Donc il a mis trop de cartes sur la table. De l'autre côté, les Iraniens, eux, jouent pas à pas, c'est-à-dire comme au jeu d'échecs. Mais vous qui êtes ancien militaire, c'est un aveu de faiblesse des Américains, d'après vous, d'avoir mis la pression maximale sans aller finalement, sans mettre leurs menaces à exécution? Oui, je crois que c'est un aveu de faiblesse. En fait, ça correspond à la façon de faire du président Trump, qui est de monter tout de suite au maximum et puis de dégonfler dans les 5 minutes, à la mode du tweet. Hein. Donc je pense que vis-à-vis de la façon de faire des Iraniens, c'est une erreur. Les Iraniens, eux, avancent pas à pas, regardent ce que font les autres et l'affaire de la destruction du drone est intéressante parce que le drone était suivi d'un avion avec 35 militaires américains à l'intérieur. Ils ont bien fait attention de détruire le drone, de ne pas toucher à l'avion et de regarder ce que les faisaient les Américains. Et on a vu ce que ça donnait. Donc c'est eux qui ont contrôlé un peu l'escalade pour voir jusqu'où allaient les Américains. Donc pour revenir à la place que la France peut tenir là-dedans, elle est comme toujours un peu au milieu en essayant d'entamer le dialogue que les personnes ne veulent pas avoir. En gardant à l'esprit deux choses, c'est que pour les Iraniens, il s'agit de sauver le régime. Pour le président Trump, il s'agit de gagner les élections. Et donc, il s'agit de lui montrer là où il est allé trop loin et où il risque de perdre, et donc de lui proposer des solutions. Mariam Pierzadeh, Hassan Rouhani s'est dit prêt à revenir à l'application totale de l'accord sur le nucléaire. Pour vous, est-ce une surprise, est-ce une concession faite à la France ou est-il totalement finalement dans sa ligne? D'ailleurs, est-il suivi lui-même par l'autre branche du régime iranien? Écoutez, moi je trouve que depuis un an, les Iraniens ont des réponses très modérées. On avait l'habitude effectivement d'Iraniens qui avaient des réponses un peu plus va-t-en-guerre. Là, effectivement, comme vous le disiez, la comparaison est juste. On y va crescendo. Il donne 60 jours. Donc dans 60 jours, nous sortirons d'un nouvel engagement de cet accord. Hassan Rouhani, on le dit, isolé. De toute façon, l'année prochaine, dans 2 ans, c'est les élections présidentielles. Il ne peut plus être réélu. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu pour lui. En tous les cas, il est allé au bout de sa promesse de campagne, c'est d'arriver à cet accord sur le nucléaire qui est désormais une coquille vide. C'est très compliqué. Là, en tous les cas, Emmanuel Bonne a rencontré les bonnes personnes à Téhéran, des personnes extrêmement puissantes. Il a quand même rencontré le président iranien. Il a rencontré l'amiral Shamkhani, qu'on voyait, qui est en charge des opérations extérieures des gardiens de la Révolution notamment. Donc, il s'agit de voir ce qu'il va se passer. Mais en tous les cas, les Iraniens, ils veulent un geste fort. Et je pense qu'ils aimeraient, et ça, ils le disent d'ailleurs régulièrement dans la presse, qu'Emmanuel Macron lui-même se déplace à Téhéran, comme il était prévu au premier semestre 2018. Effectivement, la sortie unilatérale des États-Unis a repoussé ce projet. Pour rencontrer l'ayatollah Khamenei cette fois? Alors, possiblement pour rencontrer l'ayatollah Khamenei, puisque de toute façon, c'est lui qui a les clés des décisions, c'est lui qui est allé, qui a donné son accord à Hassan Rouhani pour négocier cet accord avec les Américains. On le rappelle quand même que ça faisait plus de 36 ans que les relations étaient rompues, qu'on entend encore régulièrement, et ça met Donald Trump dans un état de colère, à mort les États-Unis. Donc ils sont revenus à la table des négociations. On a vu Mohammad Javad Zarif avec son homologue de l'époque, John Kerry, sourire, se serrer la main. C'est des images inédites pour les Iraniens. Donc Hassan Rouhani a au moins réussi ça, c'est-à-dire de donner une chance à la diplomatie. Moi, on m'avait confié de sources diplomatiques à Téhéran. Il y a eu à ce moment-là un alignement de planètes et depuis, eh bien, l'encéphalogramme ne se rencontre plus. Est-ce qu'il se rencontrera de nouveau? En tous les cas, encore une fois, c'est un coup de poker menteur, c'est vraiment ça. Benjamin Haute Couverture, Jean-Yves Le Drian, dans les commentaires qu'il a donnés à l'Assemblée, a qualifié de dépassement léger les manquements de l'Iran à ses engagements. Ce ne sont pas, dit-il, des dépassements de rupture. A-t-il raison ou bien est-ce que la France cherche de manière peut-être excessive aujourd'hui à temporiser, peut-être à fermer les yeux sur des violations
grave de cet accord? Non, je pense qu'effectivement, le terme qui a été choisi par le ministre était très bon. Il ne s'agit pas d'un dépassement de rupture. La rupture, elle viendrait si l'Iran décidait d'augmenter à plus de 20%, sans doute, son enrichissement. Là, effectivement, on serait sans doute dans une rupture. Mais d'abord, n'enterrons pas l'accord quand même. Il n'est pas tout à fait caduc et tout le monde est en train de travailler à faire en sorte qu'il soit toujours... Non, mais ne l'enterrons tout de même pas encore avant qu'il le soit. Il le sera peut-être... ne nous impatientons pas, il va peut-être l'être. Quand est-ce qu'on pourra dire l'accord est caduc d'ailleurs? Écoutez, quand dès que une commission mixte se retrouvera à Vienne parce que les Iraniens auront soit expulsé les inspecteurs, soit enrichi à plus de 20%, soit repris un certain nombre de centrifugeuses qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, et qu'à ce moment-là, l'un des partenaires, l'un des signataires de l'accord dira qu'il faut rétablir les sanctions et que les uns et les autres rétabliront les sanctions comme c'est prévu par le dispositif de snapback. Mais pour l'instant, on n'y est pas, d'accord? Donc, qu'est-ce qui marche encore non, attendez. Répondons aux questions les unes après les autres. Pour le moment, on n'y est pas. Ensuite, la France joue effectivement ses bons offices depuis 1 an, et un peu plus depuis 1 an. Rappelez-vous, février 2018, entre février et avril 2018, les Français n'ont eu de cesse de convaincre le président américain qu'il fallait, puisqu'on était à peu près d'accord avec l'administration américaine à ce moment-là, qu'il fallait proposer aux Iraniens 3 pistes de travail. La négociation de l'accord après les échéances de 10 ans et 15 ans de l'accord de juillet 2015, la dimension balistique de la politique de sécurité iranienne et la place de l'Iran dans la sécurité régionale. Ça n'a pas été accepté par le président américain. Les Français, par la voix de notre président, mais aussi du ministère des Affaires étrangères, continuent de dire que c'est un travail à mener. Malheureusement... Avec comme préalable ces 2 codicilles? Alors, malheureusement... ce n'est plus possible du fait de la sortie par les États-Unis le 8 mai dernier de l'accord qui a déplacé le débat. Mais ce que fait aujourd'hui la France en envoyant le conseiller diplomatique du président sur place, c'est de continuer à dire, et ça a été le cas depuis plusieurs mois, le dialogue est encore possible sur ce que nous avons proposé il y a 1 an, et si nous arrivions avec vous à commencer une discussion, en particulier sur le volet balistique de votre politique de défense, alors ça pourrait peut-être ouvrir un dialogue avec les Américains en les rassurant d'une certaine manière sur certains points qui sont vraiment critiques pour eux depuis 2 ans. Voilà. Est-ce que ce message sera entendu à Téhéran? Ce serait nouveau, mais dans l'état de crise qu'il y a, finalement, pourquoi pas, ce serait possible. Et là, pour le coup, ce serait au crédit de la France qui le tente depuis de longs mois. Emmanuel Navon, vous pensez, vous, qu'on peut avoir intérêt pour peut-être permettre d'obtenir des engagements de l'Iran en matière balistique et en matière de sécurité régionale, en gros limiter l'expansionnisme, comme on a pu le dire du côté, y compris ici même, du ministère des Affaires étrangères, de garantir aujourd'hui à l'Iran une possibilité de contournement de l'embargo, notamment d'éviter de voir s'effondrer ses recettes pétrolières. Vous pourriez comprendre cette contrepartie ? Je doute que l'Iran accepte aujourd'hui de telles négociations, puisqu'il faut bien comprendre que oui, l'Iran a besoin de contourner les sanctions sur ses exportations de gaz naturel et de pétrole, mais pour que l'Iran accepte de renégocier l'accord, en particulier vous avez parlé du programme balistique, mais également du soutien iranien pour les différentes milices chiites à travers le Proche-Orient, c'est effectivement ce qu'avait exigé entre autres l'administration Trump avant son retrait de l'accord sur le nucléaire. Pour arriver à un tel accord global, encore faudrait-il que les Iraniens acceptent, chose qu'ils ont rejetée jusqu'à présent. Je vous rappelle que lorsque le président français Emmanuel Macron avait suggéré, il y avait plusieurs mois, de rajouter la question balistique à un nouvel accord, eh bien les Iraniens avaient refusé. Alors est-ce qu'ils l'accepteront aujourd'hui ? J'en doute, mais il est possible que justement la réimposition des sanctions et le fait que ces sanctions
font extrêmement souffrir l'économie iranienne, les poussent à cela. Mais il y a là un jeu extrêmement délicat. C'est vrai, quelqu'un a dit tout à l'heure que les Iraniens jouent aux échecs et les Américains au poker. Et je pense que c'est une image assez exacte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui exactement quelle est la stratégie pour arriver à un accord entre les États-Unis et les Iraniens, mais également les autres signataires du JCPOA, pour inclure justement la question balistique, la question du soutien pour les missiles chiites, mais n'oubliez pas également une des exigences américaines, la question du sunset clause, du fait que l'accord se termine en 2025 et quid après 2025 sur le programme militaire iranien. Dernier point, est-ce que pour que la stratégie américaine soit crédible, il faut également que la déclaration américaine sur l'usage de la force éventuelle contre l'Iran soit crédible. Or là, on s'aperçoit que finalement le président Trump a dit récemment que pourquoi les États-Unis doivent-ils payer pour la sécurité du Golfe Persique et pour le Proche-Orient. Il y a bientôt des élections, enfin dans un an et demi aux États-Unis, et lui s'était fait élire et veut se faire élire justement en rabaissant, en diminuant les dépenses militaires américaines à travers le monde, et par conséquent il y a là une certaine contradiction dans sa politique où il veut à la fois faire pression sur les Iraniens, mais d'un autre côté se désengager en particulier financièrement et militairement du Proche-Orient. Eh oui, illustration de ce que vient de dire Emmanuel Navon, avec à la fois donc ce tweet qu'on a pu voir aujourd'hui, Donald Trump qui promet de nouvelles sanctions encore à l'Iran, qui a d'ailleurs imposé, c'était il y a environ 15 jours, des sanctions sur le guide suprême lui-même, l'ayatollah Khamenei, avant d'appeler une nouvelle fois à un dialogue direct avec le numéro 1 du régime iranien. Écoutez-le. Les actifs de l'ayatollah Khomeini et de son équipe ne seront pas épargnés par les sanctions. Ces mesures représentent une réponse forte et proportionnelle à la provocation des Iraniens. Nous allons continuer d'augmenter la pression sur Téhéran jusqu'à ce que le régime abandonne ses dangereuses activités et ses ambitions, parmi lesquelles l'obtention de l'arme nucléaire. Général Trinquant, Donald Trump est-il sincère? Est-ce la bonne méthode? Je rappelle que cet appel a été immédiatement rejeté par l'ayatollah Khamenei lui-même. Et en quoi est-ce différent finalement de la Corée du Nord, où on le sait, Pyongyang était demandeur depuis des années d'un tête-à-tête avec les États-Unis? Pourquoi ce n'est pas le cas de l'Iran? Pourquoi l'Iran ne semble pas souhaiter finalement avoir un dialogue direct d'égal à égal d'une certaine manière avec les États-Unis? Parce que pour l'instant, comme au jeu d'échecs, on joue de façon indirecte et pas de façon directe. Et vous me permettrez de souligner ce qu'avait dit l'ambassadeur britannique qui vient de quitter Washington, l'incohérence de l'administration américaine. Le retrait du Moyen-Orient, le fait que les États-Unis ne doivent pas assurer la sécurité du Golfe est annoncé aux citoyens américains pour se faire élire. Et on envoie en renfort un porte-avions, des forces aériennes, des moyens aériens qui sont là-bas. Dans le détroit d'Ormuz. Exactement, c'est une incohérence totale. Et par ce biais-là, on voit bien l'incohérence, c'est-à-dire que les faucons Bolton et Pompeo veulent absolument pousser au maximum. Le président américain ne veut pas de la guerre, donc il se retire, mais il leur cède quand même la mise en place des moyens. Or, la mise en place de moyens dans une zone comme celle-là, plus vous avez de moyens et de systèmes, plus c'est dangereux. Je voudrais simplement souligner qu'il y a 30 ans, il y a un avion iranien qui a été abattu par une frégate lance-missiles américaine. 350 passagers, je crois, ont été tués. Des touristes, devant les applaudissements de la passerelle de la frégate américaine. Et c'est des dérapages comme ça qui sont extrêmement dangereux. La concentration des moyens militaires dans la zone peuvent amener à des dérapages extrêmement dangereux. Pour vous, les frappes avortées il y a 15 jours également des États-Unis contre l'Iran, Donald Trump s'en est expliqué d'ailleurs après que le New York Times, le quotidien américain, ait révélé l'affaire, elles traduisent un climat d'une Amérique qui est prête à agir ou au contraire d'un président velléitaire? Un président velléitaire, très certainement, et surtout une incapacité à mesurer exactement la réaction iranienne. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on va détruire quelques systèmes anti-aériens iraniens, on va déclarer la guerre, mais en revanche, on va déclarer des réactions. Les réactions, elles ont déjà lieu. En Irak, aujourd'hui, les bases américaines sont tirées par des missiles du Hezbollah, qui tirent des missiles sur les bases américaines. Les Américains ont déclaré il y a quelques semaines le rapatriement des personnels non essentiels. Donc on est déjà dans une escalade et on ne sait pas quels peuvent être le type de réaction des passedaran en particulier, que ce soit du numérique, que ce soit de l'attaque indirecte sur des bases américaines qui ne sont pas forcément situées sur la frontière iranienne. Donc je pense que les Américains
ne savent pas où ils peuvent aller là-dedans. Et je pense, alors c'est assez paradoxal, je dis ça, le plus raisonnable là-dedans, c'est le président Trump. Et ça, c'est assez étonnant, parce que dans son administration, Bolton, il faut se souvenir, 2003, j'ai quelques souvenirs. C'est un ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. J'étais à l'époque, c'était incroyable. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand on voit des images présentées comme les mines qui ont été mises sur les bateaux, on dit ce sont des Iraniens, je ne dis pas que ça n'est pas vrai. Ce que je dis, c'est qu'on ne croit plus les Américains. Ils nous ont tellement menti pendant tellement longtemps pour instrumenter leur discours qu'aujourd'hui, ils ne le croient plus. Donc, moi, je reviens sur la position française qui est là-dedans, sur deux belligérants potentiels qui sont dans des impasses parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Eh bien, il faut un troisième larron, si j'ose dire, qui va essayer d'établir la communication. En l'occurrence, vous pensez à la France ou à l'Europe ? Bien sûr, je pense à la France. C'est son rôle un peu traditionnel dans la région. Mariam Pierzadeh, est-ce qu'il y a aujourd'hui au sommet du pouvoir en Iran une stratégie claire, puisqu'on le voit aux États-Unis, il y a des tiraillements. Est-ce qu'on peut dire que c'est également le cas aujourd'hui en Iran? Est-ce que ces opérations de sabotage contre des navires dont on ne connaît toujours pas l'origine, à l'heure qu'il est, pourraient avoir été le fait aussi de ces dissensions au sommet du régime iranien? Je pense que l'urgence, là, c'est la vie quotidienne aussi des Iraniens, parce que l'économie iranienne est en très mauvaise posture. Il y a un chiffre quand même à rappeler. Depuis la sortie américaine, les Iraniens vendaient à peu près 3 millions de barils par jour. Ils sont tombés environ à 300 000. C'est énorme, c'est un chiffre important à rappeler. Donc je pense que là, effectivement, il y a des dissensions. Je pense qu'ils naviguent un petit peu à vue, que ces menaces, il faut quand même montrer face à l'opinion publique que voilà, les Iraniens sont forts, qu'ils ont les moyens, effectivement, de répondre à Donald Trump. Mais finalement, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. Est-ce que les Iraniens vont pouvoir attendre jusqu'à la prochaine élection présidentielle américaine? Ça, c'est une question aussi qu'on se pose. En tout cas, c'est le guide suprême, comme on l'a dit, qui donnera le dernier mot sur ce dossier nucléaire, sur une reprise des négociations ou non avec les Américains. Mais on en est pour le moment assez loin. Ça, la stratégie du regime change, comme on dit en anglais, du changement de régime, qui a un temps été espéré à la fin des années 2000 lors de ces grandes manifestations pour Mirosel Moussavi notamment. Ça semble aujourd'hui totalement hors de portée, ou est-ce que c'est une stratégie qui peut fonctionner? Vous savez, les Iraniens sont très nationalistes. Donc effectivement, quand ils sont menacés par des guerres, je peux vous dire que lorsque les frappes, ils ont eu vent des frappes lorsqu'ils se sont réveillés ce 21 juin, ils ont eu peur. Ils ont tous en tête, effectivement, c'est une population qui est très jeune, qui a entre 30 et 35 ans, qui se rappelle effectivement de cette guerre Iran-Irak, des stigmates qu'elle a laissés. Ils ne veulent pas de guerre. Et encore une fois, ces sanctions américaines font beaucoup de mal. Alors, il y a aussi la mauvaise gouvernance, mais font beaucoup de mal à l'économie iranienne avec un taux d'inflation qui avoisine les 50%, qui touche donc les classes populaires depuis très longtemps et maintenant les classes aisées qui, normalement, pouvaient encore s'en sortir. Donc, là, les Iraniens, ils n'ont qu'une priorité, c'est de vivre au jour le jour, de vivre leur vie. On est dans un scénario un peu à la vénézuélienne avec des prix qui varient de jour en jour. Plus beaucoup de touristes, toutes les entreprises européennes qui sont fermées. Vous disiez qu'il y a encore l'accord sur le nucléaire. Écoutez, toutes les entreprises européennes sont parties. Les Iraniens ne peuvent plus vendre leur pétrole. Il n'a jamais été possible de faire une transaction financière. Donc effectivement, il y a ce sentiment, je finirai sur ça, des Iraniens de s'être fait flouer, je parle de la population, dans la signature de cet accord qu'ils célébraient en grande pompe encore il y a 4 ans. Et peut-être moins de ressentiment envers le gouvernement, que ce n'est le cas au Venezuela. Ils en veulent autant aux Européens qu'à Donald Trump actuellement. Benjamin Haute-Couverture, quel est le risque si l'Iran continue à sans franchir les seuils pour autant, mais dont sa démonstration finalement, qu'elle donne des signes de vouloir sortir sans pour autant forcer totalement la porte, des risques disons calculés? Est-ce que ça pourrait déclencher une prolifération dans le Golfe Persique? Oh, alors attendez, on n'en est pas là. Je pense que le premier risque, c'est qu'effectivement l'accord meurt de sa belle mort. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, le risque existe, je suis d'accord avec vous. Je dis juste, ne l'enterrons pas parce que il est déjà suffisamment mal en point. Mais ça, c'est le premier risque. Ensuite, si cet accord n'est plus en vigueur, alors nous n'aurons sans doute pas, je dis sans doute parce que ce n'est pas complètement sûr, mais nous n'aurons sans doute plus de visibilité sur le programme nucléaire iranien. Et par conséquent, nous ne saurons plus ce qu'ils font. Et dans ce contexte-là, tout sera imaginable. Et en particulier de la part de ceux qui appellent depuis longtemps un changement de régime ou des actions de contre-prolifération contre les installations nucléaires civiles du pays, que ce soit aux États-Unis ou en Israël. Alors, est-ce que l'Iran peut relancer son programme nucléaire militaire? Oui, bien sûr. De manière clandestine, oui, bien sûr. Mais encore une fois, on n'en est pas là. La deuxième
La deuxième hypothèse que vous formuliez, c'était est-ce que ça pourrait être la source d'une cascade? Alors, moi, je ne crois pas, parce que pour qu'il y ait il faut... la décision de lancer un programme nucléaire militaire serait peut-être le cas des Saoudiens ou éventuellement des Égyptiens, peut-être plus tard. Mais pour cela, il faudrait un certain nombre de facteurs qui n'existent pas. Et en particulier pour l'Arabie saoudite, l'acceptation américaine d'une certaine manière. Donc je ne crois pas à ce scénario, s'il n'est pas réaliste, et on voit bien d'ailleurs que les Saoudiens sont étonnamment discrets depuis 2 mois sur ce sujet, et ils ne craignent rien tant que l'embrasement de la région sur le plan militaire. Donc non, je ne crois pas qu'on en est là, pour la première raison que je vous ai dite, et la deuxième, c'est qu'on est encore très loin d'une cascade de prolifération dans la région. Donc moi, pour le moment, je n'y crois pas du tout, ni dans un sens, ni dans l'autre. En revanche, qu'on s'achemine vers la fin de cet accord et après vers une opacité totale qui va comme une chape sur l'Iran, ça oui. Et quel est le risque à ce moment-là? C'est des actions de contre-prolifération américaines ou israéliennes dans ce flou et dans cette zone grise, sans inspection et sans transparence. Général, et après on ira en Israël. Oui, juste un point que nous n'avons pas abordé, c'est l'Europe. Dit les Iraniens en veulent autant à l'Europe qu'aux États-Unis. Or, l'Europe est totalement absente. La France est présente pour l'Europe, si on veut. Mais d'une certaine l'Europe a tenté, pardonnez-moi, de mettre en place un système de troc pour contourner l'embargo. D'ailleurs, dont la première opération, nous dit Bruno Le Maire, doit avoir lieu dans les prochains jours. Mais on voit bien que ça ne permettra pas d'écouler le pétrole iranien. Non, mais c'est très bien de l'avoir mis en place. Ceci étant, les 3/4 des entreprises regardent à Washington et pas à Bruxelles. Et donc, elles se sont toutes retirées. Ce que je veux dire, l'absence des Européens dans cette affaire-là intéresse beaucoup M. Trump. Alors, il est un peu écartelé. C'est pour ça qu'il parle de la France, avec Macron, avec lequel il a une relation particulière. Alors que la France l'aide à le sortir de... Mais les Européens, non. Parce que l'échec de négociation avec les Européens montrera bien que le bilatéral est la seule chose qui compte et que l'Europe ne compte pas. Emmanuel Navon, sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure, mais on ne peut pas évidemment s'empêcher cette question. Pourquoi sortir de l'accord pour en rester là, si l'on croit, comme semble le dire Donald Trump, que les Iraniens cherchent bien à se doter de l'arme nucléaire? Est-ce que ça annonce, d'après vous, une intervention souhaitée de longue date d'ailleurs par Benyamin Netanyahou pour neutraliser la capacité nucléaire iranienne? Cette intervention de longue date, elle est souhaitée, je vous le rappelle, surtout et peut-être avant tout par l'Arabie saoudite et les pays du Golfe qui l'ont demandé aux États-Unis, comme cela avait été révélé d'ailleurs par Wikileaks. D'une certaine manière, ce programme nucléaire iranien a créé, comme on sait, une sorte d'alliance tacite entre Israël et les pays sunnites du Golfe ainsi que l'Arabie saoudite. Mais bien entendu, ça n'est pas les pays du Golfe et ça n'est pas l'Arabie saoudite qui ont la capacité de confronter l'Iran militairement sur son programme nucléaire. On sait bien que l'une des raisons pour laquelle l'administration Obama avait accepté de signer le JCPOA, c'était que d'après les estimations militaires, une intervention américaine contre l'Iran n'aurait fait que repousser la capacité de l'Iran à arriver à la bombe, donc n'aurait fait qu'acheter du temps. Et c'est précisément ce qu'a fait l'accord sur le nucléaire sans une intervention militaire. Sauf que cet accord, encore une fois, ne fait qu'acheter du temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la véritable question est de savoir aujourd'hui, est-ce que l'administration Trump a véritablement une stratégie en dehors du JCPOA pour mettre fin au programme nucléaire iranien, alors même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a là une contradiction fondamentale entre, d'un côté, un président américain qui dit vouloir être prêt à aller jusqu'au bout pour bloquer pour bloquer le programme militaire nucléaire iranien, mais qui, d'un autre côté, parle de se désengager militairement et financièrement de la région, parle de réduire les dépenses américaines, et c'est là son engagement, encore une fois, vis-à-vis de son électorat de base qu'il va vouloir solliciter de nouveau pour les élections présidentielles de 2020. Et y a-t-il une stratégie d'Israël alors qu'on est à 3 mois, moins de cela maintenant, d'élections législatives ?
Alors évidemment, comme vous l'avez dit, nous sommes à 3 mois de nouvelles élections législatives. On ne sait pas quelle sera l'issue de ces élections. Les résultats ne sont pas du tout clairs à ce stade, enfin en tout cas les pronostics plus précisément. Mais il faut bien comprendre qu'en Israël, la question de la menace iranienne est assez consensuelle entre la droite et la gauche et qu'il n'y a pas énormément de différence entre les différents candidats au poste de Premier ministre sur la question iranienne. Évidemment, Israël se prépare militairement depuis de nombreuses années à la menace iranienne, en particulier en Syrie. On sait qu'Israël intervient en Syrie contre la présence iranienne, et ce, en coordination avec la Russie. Mais il est clair qu'Israël, bien entendu, se prépare depuis de nombreuses années à l'éventualité d'une confrontation avec l'Iran si l'Iran poursuit son programme nucléaire militaire. Merci Emmanuel Navon, c'est déjà la fin de ce débat. Merci également à nos débatteurs, au général Dominique Trinquant, Benjamin Haute-Couverture et à Mariam Pierzadeh.